Claire observait son reflet dans le miroir de la boutique de robes de mariée. Le satin blanc épousait parfaitement ses courbes, mais quelque chose clochait dans ses yeux. Peut-être était-ce la fatigue des dernières semaines de préparatifs, ou peut-être autre chose qu'elle n'osait pas encore nommer. « Magnifique, ma chérie », susurra Margot derrière elle, ajustant le voile avec des gestes possessifs. « Olivier va fondre en te voyant. » Sa future belle-mère avait ce don particulier de transformer chaque compliment en rappel subtil de son autorité. À 58 ans, Margot Leclerc maîtrisait l'art de la manipulation douce, comme d'autres maîtrisent le piano. Chaque mot était pesé, chaque sourire calculé. Claire hocha la tête, offrant ce sourire qu'elle avait perfectionné ces derniers mois. Celui qui disait oui sans poser de questions, celui qui maintenait la paix. D'ailleurs, continua Margot en lissant une plie imaginaire sur la robe, j'ai repensé à la liste d'invités. Mes amies Sylvie et Françoise seraient tellement heureuses d'être présentes. Elles me parlent de ton mariage depuis des semaines. Le cœur de Claire se serra. Elle connaissait ce ton, celui qui précédait toujours une demande qui n'en était pas une. Bien sûr, mais nous avons déjà confirmé le traiteur pour 120 personnes, répondit Claire prudemment. Oh, ce n'est pas un problème, ma chérie. Il suffit de retirer quelques invités moins, essentiels. Margot marqua une pause, ses yeux perçants fixant Claire dans le miroir. Tes parents, par exemple. Ils comprendraient sûrement. Après tout, c'est un mariage, pas une réunion de famille. Les mots frappèrent Claire comme une gifle silencieuse. Exclure ses propres parents de son mariage? L'idée était si absurde qu'elle crut d'abord à une plaisanterie de mauvais goût. « Mes parents », répéta-t-elle, sa voix à peine audible. « Réfléchis, Claire. Sylvie et Françoise évoluent dans notre milieu social. Elles peuvent t'ouvrir des portes, créer des opportunités pour ta carrière, pour celle d'Olivier. Tes parents, ils sont charmants, bien sûr, mais que peuvent-ils t'apporter de plus ?» La vendeuse, témoin involontaire de cette conversation, détourna le regard avec malaise. Claire sentit ses joues s'empourprer. Margot venait de réduire ses parents, 2 instituteurs dévoués qui l'avaient élevée avec amour, à des poids morts sociaux. Je ne sais pas si... Bien sûr que tu sais, ma chérie. Margot posa une main maternelle sur son épaule, mais Claire y sentit surtout du fer. Tu es intelligente. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton avenir avec Olivier, n'est-ce pas? Claire observa son reflet. Dans cette robe de princesse, elle ressemblait à tout, sauf à elle-même. Quand avait-elle commencé à se perdre? Quand avait-elle cessé de reconnaître la femme dans le miroir? « Je vais en parler avec Olivier », murmura-t-elle finalement. « Excellente idée, il comprendra parfaitement. » Ce soir-là, dans leur appartement parisien, Claire attendit qu'Olivier termine ses appels professionnels. Il était resté tard au bureau, comme souvent ces derniers temps. Quand il raccrocha enfin, elle remarqua ses traits tirés, cette tension qui ne le quittait plus. « Ta mère a une suggestion pour le mariage », commença-t-elle avec précaution. Olivier leva les yeux de son ordinateur, l'air distrait. « Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Elle aimerait inviter Sylvie et Françoise. Elle pense qu'on pourrait retirer mes parents de la liste. » Un silence pesant s'installa. Claire scrutait le visage d'Olivier, espérant y lire de l'indignation, de la surprise, n'importe quoi qui ressemblerait à un soutien. « Eh bien, » dit-il finalement en refermant son laptop. « Maman n'a pas tout à fait tort. Ces femmes ont des relations importantes. Et tes parents, ils ne seraient pas forcément à l'aise dans ce milieu, si ?» Les mots d'Olivier la transpercèrent plus cruellement encore que ceux de Margot. C'était son fiancé, l'homme qu'elle aimait, celui qui était censé la protéger, qui venait de trahir ses parents avec une désinvolture glaçante. « Olivier, ce sont mes parents. Je sais, chérie. Mais réfléchis de manière pratique. C'est notre avenir qui se joue. » Claire baissa les yeux. Dans quelques semaines, elle marcherait vers l'autel dans cette robe parfaite, sourirait pour les photos parfaites, prononcerait des vœux parfaits. Tout serait parfait, sauf elle. « Bien sûr, chérie, » murmura-t-elle, ces mots lui brûlant la gorge. Mais cette nuit-là, seule dans leur lit pendant qu'Olivier répondait encore à des emails, Claire pleura en silence. Et pour la première fois depuis 3 ans, elle se demanda si l'homme qu'elle allait épouser la connaissait vraiment. Quelque chose venait de se briser en elle. Et étrangement, elle commençait déjà à réfléchir à la manière de ramasser les morceaux.
15 ans plus tôt, Claire avait 13 ans quand sa grand-mère Élise lui avait glissé cette phrase qui la marqua à vie. « Ma petite, n'oublie jamais d'où tu viens. Les racines nourrissent l'arbre, même quand personne ne les voit. » Dans la petite maison de Fontainebleau où elle avait grandi, chaque dimanche ressemblait à une fête. Sa mère, Sylviane, préparait des crêpes pendant que son père, Michel, corrigeait ses copies d'histoire en fredonnant. Leurs revenus d'instituteurs étaient des modestes, mais leur amour immense compensait tout. Claire se souvenait de ces dîners où ses parents l'écoutaient raconter sa journée avec la même attention qu'ils accordaient à leurs élèves. Jamais de portable sur la table, jamais de télévision en arrière-plan. Juste eux trois, unis dans cette bulle de tendresse simple et vraie. Quand grand-mère Élise mourut en laissant à Claire un petit héritage, la vente de sa maison de campagne, ses parents avaient insisté pour qu'elle garde cet argent pour ses études et son avenir. « C'est ta sécurité, ma chérie », avait dit sa mère. « Garde-la précieusement. » 3 ans plus tôt, Claire avait rencontré Olivier durant son stage dans une agence de communication parisienne. Il était chef de projet, elle simple stagiaire, mais il l'avait remarqué dès le premier jour. « Tu as quelque chose de différent ?» lui avait-il dit lors de leur premier café. « Tu es authentique. À Paris, c'est plus rare qu'un diamant. » Olivier était tout ce qu'elle n'était pas. Urbain, sophistiqué, ambitieux. Il connaissait les meilleurs restaurants, fréquentait les vernissages, parlait avec aisance de sujets qu'elle découvrait. Claire s'était sentie choisie, privilégiée d'être aimée par un homme si brillant. Les premiers mois avaient été magiques. Olivier l'emmenait au théâtre, lui offrait des livres, l'écoutait parler de son enfance avec ce sourire tendre qui la faisait fondre. Il semblait fasciné par sa simplicité, sa capacité à s'émerveiller de tout. « Tu me rappelles qui je veux être », lui murmurait-il parfois. Puis il avait fallu qu'elle rencontre Margot. 2 ans plus tôt. Le premier dîner chez les Leclerc avait été une épreuve déguisée en invitation familiale. Margot avait accueilli Claire avec une politesse glaciale, multipliant les questions apparemment innocentes qui révélaient surtout le fossé social entre elles. « Vos parents enseignent où exactement ?»« Ah, l'école primaire publique. Comme c'est généreux. Et vous habitez toujours chez eux ?» Chaque question était une piqûre d'épingle destinée à lui rappeler sa place. Olivier, étrangement silencieux ce soir-là, n'avait rien dit pour la défendre. Au fil des mois, Claire avait remarqué les changements subtils chez son fiancé. Il critiquait désormais ses vêtements trop simples, ses expressions trop familières, sa façon de rire trop spontanée. « Tu pourrais faire un effort pour maman », disait-il souvent. Elle avait commencé à se surveiller, à édulcorer sa personnalité pour correspondre aux attentes de Margot. Ses parents, pourtant, n'avaient rien dit quand elle espaçait ses visites à Fontainebleau. Ils l'aimaient trop pour la juger. 6 mois plus tôt, Claire avait surpris une conversation téléphonique entre Olivier et sa mère. Ils parlaient de dépenses importantes et de situations temporaires. Quand elle avait posé des questions, il avait éludé avec cette désinvolture qui commençait à l'inquiéter. « Tu t'inquiètes pour rien, chérie. Quelques petits ajustements financiers, rien de grave. » Mais Claire n'était pas idiote. Elle avait remarqué les nouvelles cartes de crédit dans son portefeuille, les appels fréquents qu'il prenait en s'isolant, cette tension dans ses épaules quand le courrier arrivait. Un soir, alors qu'Olivier prenait sa douche, son portable avait vibré. Un message de sa banque. Découvert autorisé dépassé. Claire avait détourné les yeux, mais l'information s'était gravée dans sa mémoire. Hier soir, après la conversation dévastatrice sur l'exclusion de ses parents, Claire était restée éveillée jusqu'à l'aube. Dans l'obscurité de leur chambre, elle repensait à tous ces moments où elle avait senti que quelque chose clochait, mais avait préféré fermer les yeux. Les compliments d'Olivier sur son authenticité avaient-ils jamais été sincères, ou n'était-elle qu'une petite provinciale facilement manipulable, avec un héritage pratique en prime? Elle observait le profil endormi de l'homme qu'elle allait épouser dans 3 semaines. Cet homme qui trouvait normal d'exclure ses parents de leur mariage. Cet homme qui se laissait dicter ses décisions par une mère toxique. Pour la première fois, Claire se demanda si elle connaissait vraiment Olivier, ou si elle n'était tombée amoureuse que d'une façade soigneusement construite. Le lendemain matin, en préparant le café, une idée germa dans son esprit. Si Olivier et Margot croyaient y pouvoir la manipuler si facilement, ils allaient avoir une surprise. Claire sourit en versant l'eau chaude.
Un sourire que personne ne lui avait jamais vu. Un sourire qui promettait des révélations. Claire avait toujours été observatrice. Enfant, elle remarquait quand sa mère cachait ses larmes après une journée difficile à l'école, quand son père faisait semblant de ne pas être fatigué pour jouer avec elle. Cette capacité à lire entre les lignes, elle allait maintenant l'utiliser comme une arme. Le lendemain de sa révélation nocturne, elle commença son travail de fourmi. Pendant qu'Olivier prenait sa douche matinale, elle photographia discrètement les factures qui traînaient sur son bureau. Carte de crédit, rappel de paiement, relevé bancaire, tout y passa. Les chiffres étaient plus alarmants qu'elle ne l'avait imaginé. 28 000 € de dettes cumulées, des prêts contractés sur les 2 dernières années, exactement depuis qu'ils vivaient ensemble. « Tu pars tôt aujourd'hui ?» demanda Olivier en nouant sa cravate. « J'ai rendez-vous avec Sophie pour les fleurs du mariage », mentit Claire avec un naturel qui la surprit elle-même. Sophie Moreau, son amie d'enfance devenue journaliste d'investigation au Figaro. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qui se tramait, c'était elle. Elles se retrouvèrent dans un café discret du 11e arrondissement. Sophie écouta le récit de Claire sans l'interrompre, prenant des notes mentales avec ce regard perçant qui faisait sa réputation professionnelle. « Tu me décris un schéma classique de manipulation psychologique, » dit-elle finalement. « L'isolement progressif de ta famille, la dévalorisation de tes origines, le contrôle des décisions importantes. » Claire sortit son téléphone et montra les photos des documents financiers. Sophie étudia chaque image avec attention. 28 000 €. Claire, tu réalises que ces dates coïncident avec le début de votre relation officielle ? Le cœur de Claire se serra. Tu veux dire que... Je ne veux rien dire encore. Mais j'ai déjà vu des cas similaires. Des hommes endettés qui se rapprochent de femmes ayant un patrimoine. Sophie marqua une pause. Tu as de l'argent de côté, n'est-ce pas ? Claire hocha la tête. L'héritage de grand-mère Élise. 150 000 € soigneusement placés, qu'elle n'avait jamais mentionnés à Olivier. Enfin, elle croyait ne jamais les avoir mentionnés. « Il faut que je te parle de Margot aussi », dit Sophie en sortant son ordinateur portable. « J'ai fait quelques recherches rapides. Ta future belle-mère a une réputation discutable dans certains cercles. L'écran révéla des articles de presse mondaine, des photos de gala, mais aussi des forums de discussion où le nom de Margot Leclerc revenait souvent. Témoignages de femmes humiliées lors de dîners, d'anciennes belles-filles qui décrivaient des années de harcèlement psychologique, d'amis écartés après avoir osé lui tenir tête. « Elle collectionne les victimes », murmura Claire. « Et apparemment, elle forme bien son fils. » Regarde ça. Sophie avait trouvé le profil LinkedIn d'Olivier. Ses emplois précédents, ses relations professionnelles, mais surtout ses ex-petites amies. 3 femmes sur les 5 dernières années, toutes issues de familles aisées. Toutes les relations s'étaient terminées brutalement après 2 à 3 ans. Coïncidence ? Demanda Sophie avec un sourire ironique. Claire sentit ses mains trembler. Tout s'assemblait avec une logique glaçante. Elle n'était pas la femme de sa vie. Elle était sa 4e cible. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, tu continues de jouer ton rôle. Ils ne doivent surtout pas soupçonner que tu as découvert quoi que ce soit. Sophie referma son ordinateur. Ensuite, tu documentes tout. Chaque conversation, chaque manipulation, chaque demande d'argent. Il ne m'a jamais demandé d'argent directement. Pas encore. Mais ça viendra. Probablement après le mariage, quand tu seras légalement liée à ses dettes. Claire rentra chez elle avec une détermination nouvelle. Elle installa discrètement une application d'enregistrement sur son téléphone, acheta un petit carnet qu'elle cacha dans sa table de nuit, commença à noter chaque comportement suspect. Le soir même, Olivier lui proposa de dîner dans un restaurant coûteux. « On devrait célébrer », dit-il en caressant sa main. « Dans 3 semaines, tu seras Madame Leclerc. »« J'ai hâte », répondit Claire en souriant. Mais intérieurement, elle se demandait combien de temps il faudrait après le mariage pour qu'il lui demande d'investir ses économies dans un projet bidon ou de cautionner un prêt pour l'aider temporairement. Pendant qu'Olivier commandait une bouteille de champagne hors de prix, qu'il paierait probablement avec une carte de crédit déjà à découvert, Claire prit sa décision. Elle allait jouer leur jeu, jusqu'au bout. Et le jour J, c'est elle qui aurait la dernière surprise. 7h30, suite nuptiale de l'hôtel des Grands Boulevards, Claire observait sa mère au téléphone.
assise dans le fauteuil de velours rouge de la suite. Sylviane avait les yeux rougis, mais s'efforçait de garder un ton enjoué. « Non, maman, nous ne pouvons vraiment pas venir. Michel a une gastrite terrible, et moi, j'ai attrapé sa grippe. » Sa voix se brisa légèrement. « Dis à Claire qu'on pense très fort à elle. » Margot, qui coiffait Claire avec des gestes possessifs, eut un sourire satisfait dans le miroir. Elle avait gagné, ou du moins, elle le croyait. « C'est mieux ainsi, ma chérie, » murmura-t-elle à Claire. Moins de complications émotionnelles. Claire acquiesça, masquant parfaitement sa rage derrière un sourire de mariée radieuse. Ses parents s'étaient repliés à son mensonge pour lui éviter un conflit le jour de son mariage. Ils l'aimaient trop pour gâcher sa journée, même exclus de leur propre famille. Dies, église Saint-Augustin. Les invités affluaient sous le soleil de mai. Claire, depuis sa voiture, reconnaissait les visages. Les amis de Margot, pomponnés et arrogants. Les collègues d'Olivier, impressionnés par le lieu prestigieux. Et puis, discrètement mélangés à la foule, les visages qu'elle avait secrètement contactés. Lucienne Moreau, l'ancienne employée de maison des Leclerc, qui avait été renvoyée sans préavis après avoir osé contredire Margot. Philippe Vargas, l'ex-associé d'Olivier, qui avait découvert ses manipulations comptables 3 ans plus tôt. Nathalie Duchamp, l'ancienne belle-fille de Margot, divorcée après 2 ans d'enfer psychologique. Tous avaient répondu présents quand Claire les avait contactés, intrigués par cette invitation mystérieuse d'une mariée qu'ils ne connaissaient pas. 11h30. Devant l'hôtel. Olivier l'attendait, resplendissant dans son costume sur mesure. Un costume qu'il avait probablement payé avec une énième carte de crédit. Il lui sourit avec cette tendresse feinte qu'elle avait appris à décoder. Margot, au premier rang, arborait sa robe de soie bleu marine comme un uniforme de victoire. Sylvie et Françoise, ses précieuses amies, l'encadraient avec cette satisfaction de celles qui ont obtenu ce qu'elles voulaient. Le prêtre entama la cérémonie. Claire répondait aux questions rituelles d'une voix claire, observant discrètement les réactions dans l'assemblée. Lucienne fixait Margot avec une intensité troublante. Philippe chuchotait quelque chose à l'oreille de sa femme en désignant Olivier. Nathalie prenait des notes sur son téléphone. Puis vint le moment du discours. La tradition voulait que les mariés s'adressent à leurs invités avant l'échange des alliances. « Mes chers amis », commença Claire, sa voix portant parfaitement dans l'église silencieuse. « Aujourd'hui n'est pas seulement le jour de notre union, c'est le jour où l'on découvre qui compte vraiment. » Elle marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. La vraie famille, ce ne sont pas forcément ceux qui partagent notre sang, ce sont ceux qui nous acceptent sans condition, qui nous aiment pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous possédons. Margot se raidit imperceptiblement. Elle commençait à sentir que quelque chose clochait dans ce discours. Aujourd'hui, mes parents ne sont pas là, pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'on m'a fait comprendre qu'ils n'étaient pas assez bien pour cette assemblée. Un murmure parcourut l'église. Olivier pâlit. Margot se tourna vers Claire avec des yeux brillants de colère. « Mais j'ai invité d'autres personnes. Des gens qui ont des choses importantes à partager sur la famille que je rejoins aujourd'hui. » Claire fit un signe discret. Lucienne se leva la première. « Madame Leclerc m'a renvoyé le jour où j'ai refusé de mentir à son fils sur ses infidélités, » déclara-t-elle d'une voix forte. Philippe se leva à son tour. « Monsieur Leclerc m'a escroqué de 15 000 € dans notre ancienne société. » Nathalie quitta son banc. « Margot Leclerc a détruit mon mariage en montant mon ex-mari contre moi. Elle m'a harcelée jusqu'à ce que je fasse une dépression. » L'église était devenue un tribunal. Les invités de Margot se regardaient, effarés. Certains commençaient à chuchoter des confirmations, d'autres souvenirs douloureux. Olivier tentait de faire taire Claire, mais elle continuait, imperturbable. « Et maintenant, je vais vous révéler pourquoi Olivier m'épouse vraiment aujourd'hui. » Elle sortit son téléphone et brancha l'enceinte portable que Sophie avait discrètement installée près de l'autel. Voici une conversation entre mon futur mari et sa mère, enregistrée il y a 2 semaines. La voix d'Olivier emplit l'église. « Maman, tu es sûre qu'elle ne se doute de rien ? 150 000 €, c'est exactement ce qu'il me faut pour éponger mes dettes. » Puis celle de Margot. « Fais-moi confiance, chérie. Cette petite provinciale est parfaite. Naïve, amoureuse, et surtout riche. Après le mariage, tu n'auras qu'à lui faire signer quelques papiers. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire retira sa bague de fiançailles
et la posa délicatement sur l'autel. « Merci à tous d'être venus. Il n'y aura finalement pas de mariage aujourd'hui. » Elle descendit l'allée centrale, la tête haute, sous les regards médusés de 120 invités. Dehors, Sophie l'attendait avec la voiture, moteur en marche. « Alors ?» demanda-t-elle en démarrant. Claire sourit. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des mois. Maintenant, la vraie vie peut commencer. 3 jours après le mariage raté, la petite chambre de son enfance n'avait pas changé. Les mêmes rideaux à fleurs, la même étagère remplie de livres, le même parfum de lavande que sa mère vaporisait depuis toujours. Claire s'y était réfugiée comme un animal blessé, retourne à son terrier. Ses parents l'avaient accueillie sans poser de questions. Quand elle leur avait raconté la vérité, l'exclusion délibérée, la manipulation financière, l'humiliation publique qu'elle avait orchestrée, sa mère avait simplement serré sa fille dans ses bras. « Tu as été très courageuse », avait murmuré Sylviane. Son père, Michel, s'était contenté de dire « Nous sommes fiers de toi ». Pas de reproches, pas de « je te l'avais dit ». Juste l'amour inconditionnel qu'elle avait failli sacrifier pour un homme qui ne la méritait pas. Une semaine plus tard, les premières nuits avaient été terribles. Claire se réveillait en sursaut, le cœur battant, revivant la scène de l'église. Puis venaient les vagues de doute. Avait-elle eu raison de tout détruire si spectaculairement ? Aurait-elle pu simplement rompre discrètement ? Mais chaque fois qu'elle regardait ses parents préparer le petit déjeuner ensemble, complices après 30 ans de mariage, elle se rappelait ce qu'était l'amour véritable. Olivier ne l'avait jamais regardée comme son père regardait sa mère, avec cette tendresse simple, cette complicité authentique. Sophie venait la voir tous les 2 jours, apportant des nouvelles du monde extérieur. L'histoire du mariage raté avait fait le tour de Paris. Certains blâmaient Claire pour son éclat public, d'autres saluaient son courage. Margot ne sortait plus de chez elle, humiliée. Olivier avait quitté Paris, officiellement pour raisons professionnelles. « Tu as libéré d'autres femmes », lui dit Sophie un matin. 3 ex-petites amies d'Olivier m'ont contactée. Elles veulent témoigner de ses manipulations. 2 semaines plus tard, Claire commença à écrire. D'abord pour évacuer sa colère, puis pour comprendre comment elle avait pu se laisser manipuler si facilement. Elle analysait chaque étape de sa relation avec Olivier, décortiquait les mécanismes de la manipulation psychologique qu'elle avait subie. Son père, qui corrigeait ses copies dans le jardin, l'observait parfois par la fenêtre. Un jour, il vint s'asseoir près d'elle. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit-il en regardant les pages noircies d'écriture. « Ce n'est pas que tu aies quitté cet homme, c'est que tu aies trouvé la force de revenir vers nous. » Claire leva les yeux de son carnet. « J'ai eu peur que vous m'en vouliez. Pour le mariage, pour avoir honte de vous. Ma chérie, l'amour des parents n'a pas de conditions. Nous t'attendions. » Cette conversation marqua un tournant. Claire comprit qu'elle n'avait pas seulement été trahie par Olivier, elle s'était trahie elle-même en reniant ses origines. La reconstruction passerait par la réconciliation avec ses propres valeurs. 1 mois plus tard, l'idée du blog naquit naturellement. Claire voulait raconter son histoire, mais surtout aider d'autres femmes à reconnaître les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés. Elle créa « Les masques tombent », un blog où elle partageait son expérience avec une honnêteté brutale. Le premier article, intitulé « Quand l'amour devient manipulation », généra plus de 1000 commentaires en 1 semaine. Des femmes du monde entier partageaient leurs propres histoires de manipulation, de chantage affectif, d'isolement familial. Claire réalisait qu'elle n'était pas seule. Des milliers de femmes vivaient ou avaient vécu la même chose qu'elle. 6 semaines plus tard, en se promenant dans Fontainebleau, Claire croisa Antoine Dubois, le psychologue du centre social où sa mère organisait des ateliers de soutien scolaire. Elle le connaissait vaguement depuis l'adolescence. « J'ai lu votre blog », dit-il simplement. « C'est un travail remarquable. » Ils prirent un café ensemble. Antoine lui parla de son propre travail avec les victimes de violences psychologiques, de la difficulté à faire reconnaître ces traumatismes invisibles. « Vous avez transformé votre douleur en force, » dit-il. « C'est le plus beau des courages. » Claire le regarda vraiment pour la première fois. Antoine avait des yeux bienveillants, une voix posée, une façon d'écouter qui ne cherchait ni à juger, ni à corriger. Tout l'opposé d'Olivier.
2 mois après le mariage raté, Claire recevait maintenant des dizaines de messages quotidiens de femmes qui la remerciaient. Une maison d'édition avait pris contact pour transformer son blog en livre. Elle commençait à donner des conférences dans des centres sociaux. Sa vie prenait une direction qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle a aidé les autres en se guérissant elle-même. Un soir, en relisant ses anciens articles, elle tomba sur une phrase qu'elle avait écrite au début. « Parfois, il faut que tout s'effondre pour découvrir qui on est vraiment. » Claire sourit. Elle savait enfin qui elle était. Et c'était infiniment mieux que la femme qu'Olivier avait voulu qu'elle devienne. Claire signait ses premiers exemplaires du livre « Les masques tombent » dans la librairie Lamartine quand elle l'aperçut au fond de la salle. Olivier. Il avait maigri, ses cheveux étaient plus longs, mais c'était bien lui. Son cœur ne fit même pas un bond. Juste une légère accélération, comme quand on croise un fantôme du passé. Il attendit la fin de la séance de dédicace pour s'approcher. Les derniers lecteurs partaient avec leur exemplaire dédicacé, rayonnant d'avoir rencontré cette femme qui avait osé dire non. Claire. Sa voix était différente, plus fragile. Olivier. Elle rangea calmement ses stylos, sans précipitation. Je ne pensais pas te revoir. Ton livre, je l'ai lu. Il tenait un exemplaire froissé, visiblement relu plusieurs fois. Je voulais te dire... Te dire quoi? Claire le regardait avec cette sérénité nouvelle qui déstabilisait ceux qui l'avaient connue soumise. Que j'ai réalisé ce que j'avais perdu, ce que nous avions perdu. Claire ferma sa sacoche, prit son manteau. Nous n'avions rien, Olivier. Tu avais un plan, j'avais des illusions. Ce n'est pas la même chose qu'une relation. Il la suivit vers la sortie. Ce n'était pas que ça, Claire. Au début, tu cherchais une solution à tes dettes. Elle se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des mois, elle lui parla avec cette franchise directe qu'elle avait appris à cultiver. J'ai tout vérifié, Olivier. Tes recherches sur mes grands-parents, ton premier contact avec moi 3 jours après la lecture du testament, même ton stage dans mon agence. Rien n'était le hasard. Le visage d'Olivier se décomposa. Il n'avait pas imaginé qu'elle pousserait l'enquête si loin. Maman m'avait dit que ta mère n'a fait que t'encourager dans ce que tu voulais déjà faire. Claire mit ses gants, geste simple qui marquait la fin de la conversation. Prends soin de toi, Olivier. Vraiment. Elle s'éloigna sans se retourner. Olivier resta planté sur le trottoir, tenant ce livre qui racontait sa propre manipulation avec une précision chirurgicale. Le soir même, Antoine l'attendait au petit restaurant où ils avaient pris l'habitude de se retrouver après ses conférences. Depuis 2 mois, ces dîners étaient devenus un rituel réconfortant. Antoine l'écoutait raconter ses rencontres avec les lectrices, ses projets d'atelier, ses doutes parfois. Olivier était là aujourd'hui, dit-elle en s'asseyant. Antoine leva les yeux de son menu. Comment tu te sens? Pas de questions indiscrètes, pas de curiosité malsaine. Juste cette attention bienveillante qui caractérisait Antoine. Claire sourit. Libre, complètement libre. Elle marqua une pause. J'ai réalisé que je ne ressentais plus rien pour lui. Ni amour, ni colère, ni tristesse. Juste de l'indifférence. C'est un cadeau que tu te fais, dit Antoine. L'indifférence, c'est la preuve que tu as vraiment guéri. Ils parlèrent du prochain projet de Claire. Une série de conférences dans les universités pour sensibiliser les jeunes femmes aux relations toxiques. Antoine l'aidait à préparer le contenu psychologique. Elle apportait son témoignage personnel. En rentrant chez ses parents ce soir-là, Claire trouva sa mère qui l'attendait avec une tisane et ce sourire complice qu'elle arborait depuis quelques semaines. « Antoine a appelé » dit Sylviane. « Il voulait s'assurer que tu étais bien rentrée. »« Maman » Claire rit doucement. « Tu n'es pas subtile. Je ne cherche pas à l'être. Cet homme te regarde comme ton père me regarde depuis 30 ans. Et toi, tu rayonnes quand tu parles de lui ?» Claire s'assit près de sa mère. C'était vrai. Avec Antoine, elle redécouvrait ce qu'était une relation équilibrée. Pas de grands frissons, pas de passion dévorante, mais quelque chose de plus précieux. La confiance. La certitude d'être acceptée sans condition. Une semaine plus tard, le magazine, elle publiait un article sur Claire intitulé « La femme qui a dit non ». La journaliste avait enquêté sur Margot Leclerc, découvrant d'autres victimes, d'autres familles brisées par ses manipulations. L'ancienne reine des salons parisiens était devenue persona non grata dans son propre milieu.
Claire n'éprouvait aucune satisfaction particulière à cette chute. Sa vengeance était ailleurs, dans chaque femme qui lui écrivait pour dire qu'elle avait trouvé le courage de partir, dans chaque conférence où elle voyait des visages s'illuminer de compréhension. Antoine l'appela ce jour-là pour lui proposer une promenade en forêt. Ils marchèrent longtemps en silence, respirant l'air pur d'octobre. « J'ai une proposition à te faire », dit-il finalement. « Professionnelle d'abord. » D'abord, il sourit, ce sourire qui la faisait fondre sans qu'elle s'en rende compte. « Mes collègues aimeraient que tu interviennes dans notre centre. Et moi, il s'arrêta, prit ses mains dans les siennes. Moi, j'aimerais qu'on essaie quelque chose. Ensemble, sans précipitation, sans pression. Juste voir où ça nous mène. » Claire regarda cet homme qui lui proposait exactement ce dont elle avait besoin. Du temps, de la douceur, de l'authenticité. « Oui », dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle eut hâte au lendemain. 1 an après le mariage raté. L'amphithéâtre de la Sorbonne était comble. Claire observait les 500 visages tournés vers elle, ces femmes venues l'écouter parler de violences psychologiques dans les couples. Parmi elles, au fond de la salle, elle reconnut 2 silhouettes qui la firent sourire intérieurement. Margot et Olivier. Ils étaient venus. La manipulation commence toujours par l'isolement, expliquait Claire avec cette assurance tranquille qu'elle avait développée. On vous éloigne de votre famille, de vos amis, de vos repères, puis on redéfinit votre réalité. Dans l'assemblée, des têtes acquiesçaient. Claire voyait des larmes, des poings serrés, des révélations qui s'opéraient en temps réel. Le manipulateur vous fait croire que vous êtes folle, trop sensible, que vous imaginez des choses. Il utilise votre amour contre vous. Margot s'agitait sur son siège. Cette femme qu'elle avait crue facilement malléable était devenue une oratrice charismatique, applaudie par des centaines de personnes. Olivier, lui, fixait le sol, accablé. « Ma véritable vengeance, » continua Claire, « n'a pas été l'humiliation publique de ceux qui m'ont manipulée. Elle a été de me reconstruire, de devenir plus forte et d'aider d'autres femmes à éviter mes erreurs. » Après la conférence, alors que Claire signait des livres dans le hall, Margot s'approcha. Elle avait vieilli. Ses cheveux étaient ternes, ses vêtements moins soignés. La reine déchue. « Tu es satisfaite ?» demanda-t-elle avec cette hargne qui ne l'avait jamais quittée. Claire leva les yeux de son livre, sourit poliment. « Bonjour Margot. Oui, je suis satisfaite. De ma vie, de mon travail, de mes choix. Tu as détruit notre famille. Votre famille s'est détruite toute seule. Moi, j'ai juste refusé d'en être la victime. » Margot voulut répliquer, mais Claire avait déjà reporté son attention sur la lectrice suivante. Cette politesse distante, cette indifférence bienveillante, blessait plus que n'importe quelle colère. Olivier attendit que sa mère s'éloigne pour s'approcher à son tour. « Claire, je voulais te dire, je vais mieux. J'ai commencé une thérapie. » « C'est bien, Olivier. » Claire referma son stylo, rangea ses affaires avec des gestes mesurés. « Je te souhaite sincèrement de trouver ton chemin. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» Claire le regarda vraiment. Cet homme qui avait failli la détruire lui semblait maintenant si petit, si fragile. « Je t'ai déjà pardonné, Olivier. Pas pour toi, pour moi. La rancune m'empêchait d'avancer. » Elle passa devant lui pour rejoindre Antoine qui l'attendait près de la sortie. Son compagnon l'accueillit avec ce sourire lumineux qui réchauffait ses journées depuis 8 mois. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en prenant sa main. « Parfaitement bien. » Claire se retourna une dernière fois vers l'amphithéâtre. Margot et Olivier discutèrent dans un coin, 2 ombres de ce qu'ils avaient été. Ils sont venus. Et rien. C'est fini. En sortant de la Sorbonne, Claire réalisa que sa vraie victoire n'était pas d'avoir humilié ses bourreaux. C'était d'avoir appris à s'aimer assez pour refuser l'inacceptable. C'était cette main dans la sienne, cette vie qu'elle construisait pierre par pierre, cette paix qu'elle avait trouvée. Margot et Olivier appartenaient désormais au passé. Leur pouvoir sur elle était définitivement brisé. La guerre était finie. Claire avait gagné. Les cloches de l'église Saint-Pierre de Fontainebleau sonnaient dans la douceur de ce samedi de juin. Claire ajustait sa robe simple, d'un blanc cassé qui lui donnait l'éclat d'une perle. Cette fois, pas de faste, pas de protocole.
Juste l'essentiel, l'amour. Sa mère nouait le collier de perles de grand-mère Élise autour de son cou. Elle aurait été si fière, murmura Sylviane, les yeux humides. Tu as trouvé un homme qui te mérite. Par la fenêtre de la sacristie, Claire voyait son père accueillir les invités. 50 personnes qui comptaient vraiment. Ses anciens collègues, les amis d'Antoine, Sophie bien sûr, et toutes ces femmes qu'elle avait rencontrées lors de ses conférences, devenues au fil du temps de véritables amies. Antoine l'attendait devant l'autel. Quand leurs regards se croisèrent, il lui sourit avec cette tendresse simple qu'il avait conquise. Pas de passion dévorante comme avec Olivier, mais quelque chose de plus précieux, la certitude d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Le prêtre était le même qui avait dû interrompre sa première cérémonie. Il accueillit Claire avec un clin d'œil complice. « Cette fois, nous irons jusqu'au bout » chuchota-t-il. « Cette fois, c'est le bon » répondit-elle en riant. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand Antoine glissa l'alliance à son doigt, Claire pensa à toutes ces femmes qui lui écrivaient encore, cherchant la force de partir, de recommencer. Elle était devenue leur preuve vivante qu'on pouvait renaître après la manipulation. « Je promets de t'aimer dans la transparence », dit Antoine dans ses vœux personnalisés. « De ne jamais te demander de renier qui tu es, de célébrer tes racines comme nos projets communs. » Claire sentit les larmes couler sur ses joues. Ces mots étaient l'antidote parfait au poison qu'Olivier avait distillé. « Je promets de ne plus jamais me perdre pour faire plaisir, » répondit-elle, « de construire avec toi sans jamais oublier d'où je viens. » Après la cérémonie, la réception se déroula dans le jardin des parents de Claire. Table simple sous les tilleuls, guirlandes lumineuses tendues entre les branches, repas préparés par les femmes du village. L'opposé exact du mariage grandiose qu'elle avait failli avoir. Sophie leva son verre pour le discours. Il y a 2 ans, Claire a eu le courage de dire non. Aujourd'hui, elle a la sagesse de dire oui. À Antoine, à l'amour véritable, à la vie qu'elle mérite. Les applaudissements fusèrent. Claire regarda autour d'elle. Ses parents rayonnants. Antoine qui discutait psychologie avec son père. Ses amis qui riaient aux éclats. Cette joie simple, authentique, valait tous les fastes du monde. Le soir, alors que les derniers invités partaient, Antoine et Claire s'assirent sur le banc du jardin où elle avait pleuré tant de soirs après sa rupture. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit Antoine en la serrant contre lui. « Quoi ? C'est qu'on se soit rencontrés après ta reconstruction, après que tu aies appris à t'aimer. J'épouse Claire entière, pas Claire brisée. » Elle posa sa tête sur son épaule. Il avait raison. Olivier avait rencontré une femme fragile qu'il avait voulu façonner. Antoine avait choisi de l'aimer forte. 3 mois plus tard, Claire recevait une lettre qui la bouleversa. Une jeune femme de Lyon lui écrivait « Grâce à votre livre, j'ai trouvé le courage de quitter mon mari pervers narcissique. Aujourd'hui, je recommence ma vie avec mes enfants. Vous m'avez sauvée. » Antoine, qui lisait par-dessus son épaule, la serra dans ses bras. « Tu as transformé ta douleur en lumière pour les autres. C'est la plus belle des vengeances. » Claire sourit en repliant la lettre. Margot et Olivier avaient cru la détruire. À la place, ils l'avaient forgée. Elle était devenue une femme que rien ne pourrait plus jamais briser. Sa vraie vie venait de commencer. Et elle était infiniment plus belle que tout ce qu'elle avait imaginé. 5 ans après le mariage raté, Claire posa sa main sur son ventre arrondi de 6 mois et sourit en regardant la foule qui l'applaudissait debout. L'auditorium du Palais des Congrès était comble pour la présentation de son 3e livre, Renaître après la manipulation. 5 ans qu'elle aidait les femmes à retrouver leur force. 5 ans que sa douleur était devenue lumière. La vraie victoire, dit-elle dans son discours final, n'est jamais de détruire ceux qui nous ont fait du mal. C'est de construire une vie si belle qu'elle efface leur pouvoir sur nous. Dans le public, elle aperçut des visages familiers. Nathalie, l'ancienne belle-fille de Margot, venue avec sa nouvelle famille. Lucienne, qui dirigeait maintenant une association d'aide aux victimes. Des dizaines de femmes qu'elle avait rencontrées lors de ses conférences et qui rayonnaient désormais de bonheur reconquis. Antoine l'attendait en coulisses, leur fille Emma de 3 ans dans les bras. La petite tendit ses menottes vers sa maman. « Maman a été formidable ?» demanda Claire en embrassant sa fille. « Comme toujours », répondit Antoine en caressant son ventre.
et le petit frère a donné des coups pendant tout le discours. Il approuve. Claire rit. Cette famille qu'elle portait et construisait jour après jour était son plus beau triomphe. Emma grandissait dans l'amour inconditionnel, entourée de grands-parents adorants, élevée dans la certitude qu'elle valait plus que n'importe quelle manipulation. Le soir, chez ses parents, la tradition familiale perdurait. Chaque dimanche, 3 générations se retrouvaient autour de la table de Sylviane et Michel. Emma babillait sur les genoux de son grand-père, pendant que Claire aidait sa mère en cuisine. « Tu sais ce qui me rend le plus fière ?» dit Sylviane en regardant sa fille éplucher les pommes. « Ce n'est pas ton succès, tes livres ou tes conférences. C'est que tu sois redevenue toi-même. » Claire leva les yeux. Sa mère avait raison. La femme qui épluchait ses pommes n'avait plus rien de celle qui acceptait d'exclure ses parents de son mariage. Elle avait retrouvé cette simplicité joyeuse de son enfance, enrichie par l'expérience et la sagesse. « Maman, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. » Claire sortit une enveloppe de son sac. « De Margot. » Sylviane suspendit son geste. « Elle t'écrit ?» Elle s'excuse. Elle dit qu'elle a tout perdu à cause de ses manipulations et qu'elle regrette. Claire replia soigneusement la lettre. Elle me demande si je peux lui pardonner. Et je lui ai déjà pardonné. Pas pour elle, pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je vais répondre à sa lettre. Claire avait appris la différence entre pardonner et se remettre en danger. Margot resterait à distance de sa famille pour toujours. Minuit. Allongée contre Antoine dans leur lit, Claire écoutait la respiration paisible d'Emma dans la chambre voisine. Sa main reposait sur son ventre où grandissait leur fils. Cette paix, cette plénitude, elle les avait gagnés de haute lutte. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura Antoine dans l'obscurité. « Dis-moi, à ce sourire que tu avais le jour du mariage raté, quand tu as dit « bien sûr, chérie » à Margot. » Il déposa un baiser sur son épaule. Tu souriais déjà, même dans la souffrance. Tu portais déjà ta force. Claire se tourna vers lui. Ce sourire-là, c'était ma survie. Maintenant, j'ai un autre sourire. Lequel ? Celui du bonheur vrai ? Par la fenêtre, les étoiles brillaient au-dessus de Fontainebleau. Dans quelques mois, Claire donnerait naissance à leur fils. Elle lui apprendrait, comme à Emma, que l'amour véritable n'exige jamais de sacrifices impossibles, que la famille se choisit autant qu'elle se reçoit, et qu'on peut toujours renaître de ses cendres. Elle ferma les yeux, la main d'Antoine dans la sienne, et sourit dans l'obscurité. Ce sourire-là, personne ne pourrait jamais le lui enlever.